Bienvenue sur ce nouveau plateau du salon télé du salon de l'immobilier à Montpellier, la 31e édition. Nous allons parler de défiscalisation, un programme immobilier et de défiscalisation. Pour cela, j'accueille M. Philippe Martineau. Vous êtes directeur commercialisation d'Urbis Réalisation. J'accueille aussi M. Cédric Lefebvre, conseiller CDI 9. Et donc on va parler un petit peu justement de c'est quoi ces programmes immobiliers qu'on peut faire, plus spécifiquement dans le cadre de la défiscalisation. Un petit peu qu'est-ce que vous faites vous, qu'est-ce que vous proposez, on fera chacun de votre tour. Alors nous aujourd'hui on a un positionnement sur le marché qui est de proposer à une clientèle de gens qui veulent investir dans l'immobilier un panel le plus large possible, donc c'est-à-dire sur Montpellier intramuros et l'extérieur de Montpellier, l'intégralité des programmes neufs donc qui sont en disponibilité sur le marché. Voilà. Donc ça concerne une grosse partie des promoteurs qui sont ici, mais également des promoteurs qui ne sont pas forcément sur le salon immobilier. Et l'idée c'est de centrer un projet en adéquation avec les besoins d'un client sur ses objectifs qu'il s'est fixés pour une défiscalisation et un investissement qui soit pérenne finalement dans le temps. Voilà, concrètement. Donc de lui ouvrir le marché et d'être capable de lui proposer une offre qui correspond au budget, l'effort de trésorerie qui s'est fixé pour avoir une rentabilité la meilleure possible à l'issue du projet. Voilà. D'accord. Vous, c'est un petit peu pareil Juste pour préciser, Urbis Réalisation n'a pas vocation à créer exclusivement du produit quant à la défiscalisation. Urbis, qui fête ses 20 ans cette année, n'a pas d'intérêt, comme tous les autres promoteurs, à faire du produit précisément défiscalisation, mais en tout cas de faire du produit aux particuliers et de pouvoir proposer un emplacement, une prestation mais spécifique, qui est vouée certes soit à la résidence principale, soit à la défiscalisation. Nous travaillons fréquemment avec CDI, qui fonctionne très bien en bon partenaire, et ils nous connaissent, nous faisons du logement au sens large. Ce qui va compter, c'est de différencier aussi en termes de services. Je pense notamment à notre slogan, qui est l'architecture et l'innovation, notamment sur la personnalisation, où peut-être Cédric ira dans le sens, les investisseurs demandent aussi à personnaliser. Donc nous avons mis en place une interface comme myshowroom.fr, qui est une interface digitale, purement digitale, mais qui permet de personnaliser à distance. Et on s'aperçoit, sauf si tu dis l'inverse, que les investisseurs peu à peu nécessite autant de prestations ou autant de demandes que quelqu'un qui souhaite y résider. Justement, est-ce que le public, est-ce qu'on construit pareil quand on fait un produit défiscalisation qu'on construirait pour un produit d'accession? Évidemment. C'est le même produit? C'est exactement le même produit, c'est ce que je disais auparavant. Il n'y a pas de distinction entre un produit résidence principale et ou investissement. Ce qui va être différent, c'est la typologie. Ou voir le cadre de prix, sans rappeler bien sûr que les 300 000 plafonnent la défiscalisation sur un ou deux achats par an, en l'occurrence deux, mais qui fait que, certes, ça va cadrer un peu plus. La plupart des ventes qui se calent à Montpellier pour l'investissement est inférieure à 300 000, va être dirigée sur une DIPO, plutôt T2 ou T3, mais en l'occurrence sur un T2 quand c'est possible. Oui, c'est en défiscalisation, on prend plutôt du T1, T2, parfois T3, mais pas au-delà. Là, ce serait plus Cédric à répondre aussi. J'ai quelques chiffres à donner, mais qui concerneront exclusivement Urbis. Je sais que tu vends, et en tout cas tu représentes la plupart des promoteurs aujourd'hui sur la place. Tu as peut-être un chiffre à donner plus en typologie. Alors déjà, je partage un avis qui n'a pas toujours été l'avis général, qui est celui qu'un investisseur aujourd'hui doit effectivement retrouver à la sortie un appartement qui a les mêmes prestations et si elles peuvent être augmentées, c'est autant de valorisation à terme. Donc je crois qu'effectivement, il ne faut pas faire de distinction et au contraire, moi, j'invite mes clients à se positionner plutôt sur des appartements patrimoniaux, on va dire, parce que c'est aussi un marché de sortie derrière. Investir, c'est investir aujourd'hui, mettre en location demain et revendre un jour. Voilà. Donc il ne faut pas oublier cette partie-là. Et donc plus le logement est valorisé, à la fois sur son emplacement et sur les prestations intérieures, je crois que oui, la copropriété aussi. Aujourd'hui, les promoteurs font des efforts pour donner des thématiques à leur résidence, rendre des copropriétés qui sont agréables, parce que je crois que pour un locataire comme pour un propriétaire futur acheteur, ce qui est important, c'est la vie dans la copropriété, qui doit être agréable. Donc le logement doit être joli, agréable à vivre, avec une bonne ergonomie, des prestations. La domotique arrive peu à peu et c'est une bonne chose. Voilà, donc je crois qu'on va vers de l'immobilier de plus en plus confortable. Et pour moi, c'est une priorité pour la clientèle investisseur. Voilà. Oui, mais en même temps, on voit bien que la clientèle investisseur au niveau défiscalisation, des fois, ils ne voient même pas les appartements, ils ne viennent même pas les voir. Donc ils achètent sur plan. Et donc effectivement. C'est peut-être là l'erreur. Ça se termine ça maintenant? Parce qu'avant, c'était ce qu'on faisait. On achetait dans une autre ville. Et... Oui, alors. C'est vrai que j'ai une idée sur ça. Oui, alors je pense après, le positionnement de chacun peut être différent, mais il est évident aussi qu'il y a une grosse partie de la défiscalisation qui s'est vendue par des gros réseaux qui peuvent avoir des méthodologies un petit peu différentes. Là, on est, nous, des acteurs plutôt locaux sur le marché montpelliérain. Donc nous, je sais qu'on travaille quasiment exclusivement sur Montpellier et l'environnement Montpellier. Nos clients sont essentiellement montpelliérains, mais
que ce soit ici ou ailleurs, moi j'invite de toute façon un client investisseur, à se rendre sur l'emplacement de la résidence. C'est primordial. Acheter un appartement aujourd'hui sans le voir, sans voir son environnement, c'est s'en remettre uniquement voilà, à une plaquette ou au dire effectivement d'un conseiller qui, comme dans tous les domaines, peut être plus ou moins voilà, honnête. Donc je pense que le mieux c'est de vérifier, voilà, d'aller sur place et comme ça tout est en transparence. Moi, les clients vont systématiquement sur le lieu et participent évidemment à la décision et à la sensation, voilà, parce que c'est pas que des chiffres, acheter de l'immobilier, c'est de la pierre. Donc il faut aussi que, même si c'est pas pour y vivre, ils aient un sentiment positif. Donc c'est analyser les transports, analyser la vie du quartier, comment se développe le quartier, l'environnement immédiat, les vues, tout compte dans un bien immobilier. Tout compte. Que dans le début. Il fut un temps où il y a quelques années où j'ai commencé ce stage dans la promotion immobilière où les personnes en effet cherchaient un taux d'intérêt signé, quelquefois un contrat sans pour autant avoir vu ne serait-ce qu'une plaquette. Je corrobore avec en effet les propos de Cédric. C'était il y a quelques années. Oui, parce que du coup, on a expliqué aussi cette différence quelquefois dans la construction entre oui. pour soi-même ou oui. Justement pour tout à fait. L'investissement. Et je pense même qu'il y a un avenir à cela et que demain on parlera de co-conception. Voire même aujourd'hui dans certaines configurations pour les logements en RP, avant de parler de défiscalisation, on parle de participatif qui existe d'ores et déjà et qui permet de rassembler plusieurs copropriétaires qui vont résider ensemble dans des cadres bien précis qu'ils ont décidés. Demain, c'est peut-être l'investisseur qui choisira son investissement par rapport à ses efforts, par rapport à son emplacement et non pas du tout à une rentabilité qui sera donnée. Certes cadrée, elle sera connue, mais sera différente puisqu'il aura, imaginons-le ensemble, structuré, conçu son logement. Donc on voit que ça commence à évoluer. Quel est le profil type de la personne qui investit en défiscalisation? Alors, je pense pas qu'il y ait un profil type. Après, il y a un cahier des charges minimum. Aujourd'hui, moi, je dirais qu'en dessous de 3 000 € d'impôt, en tout cas pour faire une loi Pinel, puisqu'on parle de défiscalisation, je pense qu'en dessous de 3 000 €, c'est un petit peu compliqué, ou en tout cas, il y a un risque, parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'on peut avoir aussi une variation de revenus. Donc, je pense qu'il faut prendre une marge quand même. Il y a des gens qui ont un enfant qui, demain, en auront peut-être deux, et donc l'impact fiscal peut avoir une incidence. Donc, je pense que c'est aussi au rôle du conseiller de mesurer et d'expliquer et d'informer aux clients le cadre de la loi et de regarder si, dans le temps, voilà, la fiscalité va être régulière, voire augmentée, auquel cas c'est favorable. Mais je pense que 3 000 € voilà, annuels d'impôt me semble, à mon avis, le minimum voilà, pour faire ce type d'opération. Être en capacité derrière de faire un effort de trésorerie qui, à part mettre un apport important financier, ce qui n'est pas conseillé aujourd'hui dans le cadre de la loi Pinel, on fait un emprunt en général sur la totalité et donc on a un effort de trésorerie à fournir. Donc ça, il faut être bien clair avec le client, bien expliquer. Il y a des charges en face, taxes foncières, frais de gestion locative, garantie de loyer impayé, charges de copropriété. Tout ça doit bien être expliqué en transparence pour prendre des engagements ensuite avec des éléments financiers sur lesquels on connaît les tenants et les aboutissants. À partir de là, on est sur un bon projet, calibré pour le client. Et derrière, tout se passe très bien. Voilà. Oui, mais en même temps, on a tous connu, enfin on en connaît, peut-être soi-même, on l'a vécu, des mauvaises expériences de défiscalisation où on achète un appartement et où en face, il n'y a pas de locataire. Donc il y a des gens qui sont restés. Oui, c'est peut-être de moins en moins, mais enfin, c'est arrivé. Tu as raison, c'est que le maître d'ouvrage, lui, doit faire fournir un produit. Si utilisation d'un partenaire, puisque nous avons aussi des équipes en vente directe, sachez que nous avons besoin de partenaires pour nous représenter avec d'autres clientèles, d'autres régions, et je sais que les effectifs commerciaux que nous avons aujourd'hui en place ne suffisent pas. Donc nous avons besoin en région, notamment à Montpellier, de la sortie en partenaire. Pour revenir au sujet et à la question, ce qui va compter, c'est de réduire les incertitudes. Réduire les incertitudes, c'est que les infos soient fluides. Ça veut dire que je me dois, en tant que représentant de maître d'ouvrage, de donner toutes les informations aux professionnels. Et ce qui se voit de plus en plus, c'est la professionnalisation, notamment des réseaux. Alors je ne dis pas qu'ils ne l'étaient pas, mais c'est qu'il fut un temps où les champs étaient plus larges, moins réglementés, et qu'aujourd'hui, force de jurisprudence aussi et d'accidents que vous citiez à l'instant, fait que les professionnels que représente Cédric aujourd'hui deviennent de plus en plus calibrés, extrêmement pros, pour pouvoir parler, pour pouvoir réduire ces fameuses incertitudes et rentrer dans une phase de conseil et d'investissement de manière sereine. Oui, parce qu'il y avait quand même des conseillers aussi qui ne maîtrisaient pas trop leurs propos ou qui même étaient financés en partie par les promoteurs. Il y avait quand même un peu... Il y a plusieurs éléments. Alors il y a effectivement des zones qui étaient des zones très tendues, à risque, qu'on connaissait. Voilà. Et certains effectivement conseillers se sont engouffrés certainement pour des raisons financières qui les arrangeaient pour aller vendre ce type d'appartement. Sauf qu'aujourd'hui, on peut contrôler et on peut vérifier. On connaît les zones identifiées comme étant voilà, problématiques sur la demande locative. Ça, c'est le premier point. Donc, je pense que l'emplacement est important.
parle de Montpellier aujourd'hui, les villages autour de Montpellier, la demande locative, elle est présente, elle est existante, elle est forte, voilà, on la connaît. Certains secteurs souffrent plus aujourd'hui, Carcassonne, voilà, Narbonne. Oui, si on va construire à Guéret, on a peu de chance, de louer, quoi. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est une problématique de plafonnement de loyer. Aujourd'hui, on a une loi Pinel qui plafonne les loyers. Ce n'est pas parce que les plafonds sont à tel niveau qu'il faut mettre les loyers au plafond. Les loyers doivent être mis au marché, pas au plafond. Donc votre conseiller... Oui, mais quand on monte son projet avec un loyer potentiel qui est lié au plafond, parce qu'on imagine toujours qu'on va aller sur le plafond. Lié, mais pas forcément le plafond. Et oui, mais du coup, on monte quelquefois le projet en se disant je vais pouvoir arriver jusqu'à ce niveau-là. On peut prendre un exemple. Sur Montpellier, c'est un bon exemple. Sur Montpellier, vous avez des zones qui sont des zones aujourd'hui très demandées, des quartiers voilà, qui sont aujourd'hui les quartiers. Alors, non, là j'allais parler, mais on peut parler de ça. J'allais parler de Port-Marianne, voilà, de Aiguelongue, de Boutonnet, des Beaux-Arts. Ce sont des quartiers UP, ce sont des quartiers qui sont chers aujourd'hui à l'achat, mais sur lesquels aussi on a une demande locative qui est très forte et on a un loyer aujourd'hui qui est au-dessus. Voilà, en tout cas, voilà. Et on atteint le plafond de la loi Pinel. En revanche, d'autres quartiers sont en zone entre guillemets plus secondaire, ce qui ne veut pas dire que ce ne sont pas des quartiers attractifs, mais ce sont des quartiers sur lesquels le plafond de la loi Pinel est un peu au-dessus du loyer marché. Et donc, quand je fais une simulation financière, je présente à un client, je le fais sur les bases d'un loyer marché. Pas forcément sur les bases du quartier où ça marche le mieux. Ça intervient du bon sens. Ça intervient réellement. Oui, voilà. Et donc, ça paraît du bon sens, mais en même temps, non, on mais a bien vu qu'il y a beaucoup de... Mais ça n'a pas toujours été... Ça n'a pas toujours été le cas. Et moi, je connais j'ai des clients qui ont fait des opérations avec des simulations à l'époque qui se sont faites sur des plafonds de loyer et qui n'étaient effectivement pas dans le marché. Et là, la douche froide, c'est soit un appartement qui ne se loue pas, soit un appartement qui se loue après réduction d'un loyer, et auquel cas, il y a une désillusion derrière avec un effort plus important. Et encore une fois, je pense que quand on est face à un conseiller, la confiance, ça se gagne dans le temps. Donc moi je dis à mes clients, je ne vais pas vous demander de me faire confiance au bout du premier ou du deuxième rendez-vous, on se connaît à peine. Voilà. Par contre, on peut donner des éléments pragmatiques, mais que vous pouvez vérifier. C'est-à-dire que moi j'annonce dans ce quartier-là, le loyer marché, il est à 10,50 €, mais rien n'empêche le client, et je peux l'y inviter, à aller voir 2-3 agences immobilières qui vont lui confirmer que le loyer marché, même Internet aujourd'hui, permet très largement de mesurer et de regarder. Il y a aujourd'hui plein de sites qui permettent de voir le loyer marché sur un quartier. Tu parlais des sites, on a aujourd'hui des prospects qui deviennent ou qui souhaitent devenir clients, que ce soit par des partenaires ou par direct le maître d'ouvrage, qui sont de plus en plus renseignés. Et c'est bien. Les questions reviennent à chaque fois. C'est est-ce le bon emplacement? Pourrais-je le revendre avec une plus-value notamment? Parce qu'après tout le monde revend à peu près à la même date. C'est aussi une possibilité, quoique avec la loi Pinel, cela est étalé avec 3 étapes clés qui sont 6, 9 et 12 ans, ce qui est une première, puisque la loi précédente ne le permettait pas. Donc ça peut étaler la revente. Mais c'est une question qui revient souvent. Suis-je au bon prix? Pourquoi est-ce plus cher que l'ancien s'il y a lieu? Quel est le loyer agréé ou possible dans le secteur? Parce que tu en parlais à l'instant. Et tout cela fait l'objet de plusieurs communications, le constructeur, le partenaire. Et ce qui emmène souvent aux problématiques, c'est la personne qui manquerait de bon sens à se poser ces questions, déjà en tant qu'acheteur. Celui qui conseille, qui aurait ne serait-ce que le sentiment de cupidité, et puis le maître d'ouvrage qui serait hors de la plaque de ce qu'il conseille en termes d'agrément de location, voire de prix de vente. Pour durer, il faut rappeler l'équilibre sociétal et que tout le monde pense à une durabilité des choses. Travailler sereinement avec un partenaire qui aura une clientèle durable qui pourra le recommander. Et donc tout cela, bien sûr, tient du bon sens. Ça peut se réglementer. Demain, peut-être, est-ce un document qui circulera à un client, chose qui n'existe pas aujourd'hui. J'invite à le penser à tous les CGPI, pourquoi pas réglementer, un document qui dise « Oui, j'ai bien été informé sur la location et l'emplacement. Oui, j'ai bien été informé des prix de revente sur le secteur. » Et que ça soit remonté au maître d'ouvrage qui, lui, en effet, est rassuré ou serait rassuré par le fait d'avoir bien vendu aux bonnes personnes. C'est un monde idéal, mais pourquoi pas? Mais moi, c'est ce que je fais depuis peu. Voilà, je pense que c'est important parce que du coup, ça le matérialise. Donc, effectivement, un document qui dit voilà, le loyer marché aujourd'hui, c'est ça. Le prix moyen de l'immobilier dans le 9 autour, c'est ça. Voilà. Et le client doit, encore une fois, en toute transparence, avoir les informations. Voilà. Il ne s'agit pas de manquer d'informations quand on fait un achat immobilier qui reste quand même l'achat le plus cher, en tout cas, dans ce qu'on peut faire, a priori, par rapport à tout le reste. Donc il faut bien avoir le plus d'éléments. On peut le donner à tous les partenaires aujourd'hui. Pourquoi pas? Pourquoi pas? En défiscalisation. Donc, il y a quand même déjà des bonnes choses qui ont été faites au niveau de la défiscalisation. Des peurs, il y en a eu. Il y a eu des mauvais exemples, mais visiblement, les professionnels commencent à être beaucoup plus cadrés. Le client sait également plus choisir.
se renseigner. Et donc du coup, ça devient un investissement qui vraiment est intéressant à travailler, à regarder. Donc on vous invite à regarder ce plateau, à le revoir sur la chaîne YouTube du Salon de l'Immobilier et à rencontrer des professionnels qui sauront vous conseiller vraiment bien. Merci.